commençant, je vous ai parlé du profil de notre quartier, qui est un quartier défavorisé, sérieusement défavorisé. L'autre côté de l'histoire à propos de notre quartier, c'est quand nous avons commencé à parler aux gens, ils ont dit, si vous, donc les chercheurs, si vous, les pédiatres, vous, les professionnels de la santé, si vous voulez venir travailler avec nous, il faut que vous nous preniez pour partenaires. Alors, notre partenariat reconnaît l'expertise que nos jeunes invités que nous avons vus dans les documentaires. Donc, si je devais vivre, moi, 2 mois dans la rue à 15 ans, j'aurais certainement beaucoup de difficultés à le faire. Donc, cette collectivité, cette communauté avait déjà identifié comme une priorité qu'ils voulaient que leurs enfants réussissent. Ils avaient donc commencé à se mobiliser pour mettre en place des programmes de soins pour les enfants du quartier sur la base de ce qu'ils pouvaient trouver en fonction de leurs avantages sociaux et de leur revenu minimum. Ils avaient aussi des conseils en place qui pouvaient intervenir sur les priorités à établir. Alors, ils nous ont dit, si vous voulez travailler avec nous, vous n'allez pas venir simplement apporter des services médicaux pour nous réparer. Il faut intervenir d'une façon qui nous convienne. Alors, une des premières innovations de notre projet, c'est que nous avons repris l'idée de la table que Gilles a déjà mise au point avec les familles, et pendant plusieurs semaines, nous avons rencontré ces familles et c'est le lieu où les organisations volontaires de la communauté se rencontrent, de même que les professionnels de la santé venant de l'hôpital. Moi, j'arrivais comme chercheuse. Les enseignants des écoles sont venus aussi. Donc, c'est un lieu, cette table ronde, au fond, c'est le lieu où nous pouvons savoir ce qui se passe. C'est là que nous pouvons identifier les nouveaux problèmes sur lesquels il faudrait réfléchir. Alors, cela s'est fait au départ et cela continue maintenant. Il s'agit de réagir et de faire en sorte que les solutions fonctionnent. Cette table de concertation nous a aussi permis de déployer les ressources que nous avions à apporter. Moi, j'ai pu formuler un thème de recherche que j'ai présenté à l'hôpital pour enfants, à la santé publique, parce qu'on a dit, écoutez, il y a une difficulté d'accès aux soins, il y a un problème grave pour les enfants. Ils ont accepté de nous soutenir. Mais la façon, bien sûr, ensuite de mettre ces outils en place, c'est sur quoi nous avons travaillé avec la communauté. C'est un élément important de notre animation. Et l'autre élément, c'est que lorsque nous parlons de partenariat, comme nous venons, nous, de milieux institutionnels, nous parlons de travailler en partenariat avec des institutions. Mais ici, le partenariat est avec les gens. Et l'idée clé sur laquelle la communauté est revenue, et ça correspond au travail que fait Gilles, ça correspond aussi aux études démographiques qui nous disent qui sont les enfants qui réussissent en dépit du fait qu'ils soient exposés à des événements néfastes dans leur enfance. Eh bien, ce sont ceux qui ont des relations solides, durables. Donc, le but du projet, c'était de positionner les cliniciennes pour qu'ils puissent faire en sorte que les enfants puissent s'appuyer sur des relations stables et soutenantes avec ceux qui étaient le mieux placés pour les leur offrir. Après l'étude sur les disparités qui a été publiée, que les gens se sont regroupés. L'étude a été présentée à différents organismes et même à la communauté. Et la communauté était au centre pour dire que l'accès aux services était l'un des plus gros obstacles, des plus gros problèmes. L'accès, ça veut dire toutes sortes de choses. Et je vous en parlerai un peu plus tard, mais ils ont dit aussi que l'école était un lieu sûr, un lieu sécuritaire où recevoir des services. Et le centre-ville de Saskatoon a une importante population autochtone. Ici, on connaît l'expérience des pensionnats indiens, des écoles résidentielles. Il est intéressant de voir que l'école est quand même identifiée comme
lieu sûr, donc ce qui dit quand même des choses positives à propos de notre système d'enseignement. Alors, avec de la perspective du département de pédiatrie, nous remplissons notre rôle en matière de responsabilité sociale de façon importante, d'une façon qui n'est peut-être pas suffisamment reconnue en médecine, généralement. Alors, le modèle de la pédiatrie sociale en milieu scolaire fait partie d'un programme de formation pour les résidents en médecine. C'est très important pour nous de former les étudiants diplômés, donc non seulement en médecine, mais d'autres départements, et aussi les étudiants de premier cycle. Les étudiants de premier cycle en médecine ont aussi la possibilité de venir travailler à la clinique, même si c'est obligatoire pour eux de venir, comme ce l'est pour les résidents. Donc, la pédiatrie sociale fait partie du programme officiel. Ce que cela veut dire, c'est que nous exposons des étudiants donc à un modèle de soins alternatif. Nous leur permettons de travailler avec une population beaucoup plus diversifiée, d'une façon qui a plus de sens. Nous enseignons aux résidents ce qu'est la santé d'une façon qui est bien différente de l'approche qui leur est présentée donc en milieu hospitalier. Quand les étudiants en médecine viennent dans ces quartiers du centre-ville, ils viennent pour des blocs de 4 semaines et ils doivent donc passer à travers le quartier pour se rendre à la clinique. Ils doivent découvrir ce que ça signifie donc pour les enfants qui viennent de familles défavorisées que de vivre dans un quartier qui est affecté par la pauvreté et les effets multiplicateurs de la pauvreté de la famille et de celle du quartier, donc l'une sur l'autre. Alors, ce que nous faisons donc dans nos cliniques en milieu scolaire, cela nous montre comment entrer en relation avec les gens, donc pour surmonter la différence de pouvoir qui nous sépare du fait de notre éducation, du fait des vêtements que nous portons, du fait de nos revenus, des véhicules que nous conduisons. Et le faire dans une école, c'est une façon d'enseigner aussi aux résidents qu'il y a une autre façon de faire et de reconnaître que nous sommes privilégiés, que nous devons commencer par le reconnaître nous-mêmes. Pour ce qui est du partenariat avec le Conseil tribal, c'est absolument nécessaire. Et si l'on regarde la population, surtout ceux qui vivent dans la pauvreté, les Autochtones sont touchés de façon disproportionnée. 50 de la population est autochtone, plus de 50 de la population autochtone vit dans les quartiers pauvres. Donc, il faut reconnaître l'histoire de cette population autochtone, les raisons pour lesquelles ils vivent en pauvreté. Donc, c'est quelque chose qu'on essaie d'identifier. Voilà pourquoi c'est très important d'avoir le conseil de bande en tant que partenaire. Le conseil donne aussi du financement à la clinique. Pourquoi milieu scolaire? Eh bien, c'est la communauté qui a décidé que c'était un lieu sûr. Et quand on parle des déterminants de la santé, tout le monde parle du revenu. Donc, on est dans un quartier pauvre à Saskatoon, mais la santé, c'est l'éducation. L'éducation, c'est la santé. L'éducation, c'est ce qui va vous permettre de sortir de la pauvreté à bien des égards. Et l'école est un lieu sûr, comme j'ai dit déjà. C'est un lieu que les gens connaissent. Ils se sentent moins menacés dans une école. Ils sont plus à l'aise pour parler à des gens qui viennent de l'autre côté de la rivière, à Saskatoon. Et ce qui est très important aussi, c'est que en étant dans une école, on peut toucher aussi les autres domaines qui ont une influence sur le bien-être des enfants. Et c'est bien illustré dans le film de ce matin quand on a regardé la vie de Maxime. Il a parlé de la protection de la jeunesse, de la police et de l'école. La santé n'a pas été mentionnée, même si on sait qu'il peut y avoir des effets sur la santé. Donc, ça nous permet de travailler aussi avec ces autres secteurs de façon significative et cette intersection est plus facile à l'école que dans un hôpital, là où se trouve mon bureau, par exemple. Madame Dernay, après avoir entendu ça, ce qui me frappe, c'est que vous êtes établie dans 2 communautés différentes, en 2 quartiers d'une ville complètement différente. Votre approche n'est pas par l'école, mais d'abord par, est-ce qu'on pourrait dire par une approche médicale avant tout?
Ce qu'on appelle une approche d'urgence, médicale c'est ça. intégrée, en fait. Exactement. Là. Donc, effectivement, c'est deux réalités, deux quartiers différents, Ouais. mais l'approche est la même. Donc, on parle d'une approche, comme je disais tantôt, intégrée, de proximité. Hochelaga Maisonneuve, on est plus dans un quartier où les difficultés sont transgénérationnelles, qu'on appelle, donc qui se transmettent de génération en génération. Côte-des-Neiges, on est plus dans ce qu'on appelle une situation de pauvreté transitoire due au statut d'immigrant récent ou, bon, différents facteurs plus de cet ordre-là. Mais l'idée de l'intervention, en fait, c'est tout le monde autour de l'enfant. Donc, comment l'équipe, comment les gens autour, on parlait de partenariat, on parlait de communauté, comment tout le monde se met autour pour justement travailler avec cette famille-là, pas pour et pas les forcer à, mais bien dans l'accueil aussi. Donc, on parlait tantôt d'accueillir ces familles-là, de ne pas les juger, d'être vraiment dans une position égalitaire et de non-expert. Je pense que ça, c'est l'approche aussi de Montréal. Eh bien, tout ce dont on a parlé ce matin, on a parlé et tout le monde était d'accord. Tout le monde a dit qu'il fallait investir dans la prévention, il fallait comprendre les déterminants sociaux de la santé. Et aussi, ce matin, mon collègue de Rochester a dit qu'il fallait changer de paradigme, que ça pouvait prendre des années avant de l'effectuer, ce changement. Et je suis tout à fait d'accord avec lui pour dire que c'est vrai, il faut changer de paradigme, mais la façon de le faire, c'est en donnant de la formation aux gens. Et les étudiants qui sont dans la salle seront les leaders qui pourront apporter ce changement, parce que c'est la réalité. Et nous sommes tous d'accord qu'il faut faire de la prévention, on connaît les déterminants sociaux, et surtout aux États-Unis, peut-être plus qu'au Canada, nous n'avons pas un système de santé, mais en fait, c'est un système de maladie, un système médical. Donc, il y a très peu de fonds investis dans la prévention, dans l'intervention en amont. Et plus tôt ce matin, on a demandé pourquoi ne faisons-nous pas ces choses qui fonctionnent? Eh bien, c'est parce que les gens ne les connaissent pas. Et ils ne les connaissent pas parce qu'ils ne réfléchissent même pas à ce problème, parce que ça ne fait pas partie de leur schème de pensée, de leur paradigme et des causes de la maladie, selon eux. Donc, si on veut changer le système et changer les gens qui font partie de ce système et qui veulent vraiment améliorer la santé des gens, c'est pour ça qu'ils deviennent médecins. Donc, pour les convaincre d'avoir une perspective plus large qui inclut les facteurs sociaux, la communauté, il faut changer la formation qui est donnée. Et comment le faire? Eh bien, comme on vient de le dire, il faut que les gens sortir les gens de l'hôpital. Si, pendant toute votre formation, vous êtes dans un centre universitaire, un hôpital, eh bien, vous vous éloignez de plus en plus de la communauté. Et quelque chose qui vous paraissait une évidence au début de vos études disparaît. Vous n'avez plus ça à l'esprit. Donc, il faut savoir comment enseigner la santé communautaire aux médecins. On a commencé par les résidents en pédiatrie, ensuite on est passé aux résidents en médecine familiale, les infirmières, les étudiants en médecine, les psychologues et tous les autres, parce que tout le monde peut se servir de ce genre de formation, en a besoin. Donc, dans le cadre de l'initiative DICE qu'on a lancée justement pour offrir cette formation à plusieurs endroits aux États-Unis il y a 10 ans à peu près. Au départ, il y avait beaucoup de questions quant à la façon de procéder. Est-ce que ça devrait être obligatoire? Est-ce que ça devrait être facultatif au début des études, à la fin des études? Est-ce qu'il faudrait que ce soit par bloc, que ce soit longitudinal? Est-ce que ça devrait concerner seulement la recherche ou l'apprentissage pratique? Donc, et la réponse à toutes ces questions, c'est oui. Il faut que ce soit tout cela. Donc, dans notre modèle à Rochester, nous avons au début des études un élément obligatoire. Tout le monde donc s'en va dans la communauté pendant 2 semaines. On envoie les gens à
10 ou 12 sites différents. Ce ne sont pas eux qui choisissent, donc ils ont toutes sortes d'expériences différentes. Ils en retirent trois choses. Première chose, ils apprennent ce qu'est une organisation communautaire, quelles sont celles qui existent et qu'ils ne connaissaient même pas avant. Et ils voient ces gens qui sont comme des anges qui aident les enfants dont personne ne s'occupe, de ceux qui sont ni plus ni moins oubliés. Ils se rendent compte que les choses ne sont pas si désespérées que ça et cela change leur façon de pratiquer la médecine. Parce que si vous voyez quelqu'un, un enfant qui arrive à la clinique ou à l'hôpital, un enfant qui ne mange pas suffisamment, ou sa mère se fait battre par son conjoint, ou toutes sortes d'autres problèmes qui peuvent exister au sein de la famille, et vous n'avez aucune idée de ce qu'il faut faire parce qu'il n'y a rien, évidemment, dans l'ordinateur, il n'y a pas de médicaments à prescrire. Eh bien, à ce moment-là, le médecin ne va même pas poser de questions, en fait, parce qu'il ne peut rien faire. Même s'il le remarque, il ne peut rien faire. Et le médecin n'a pas beaucoup de temps non plus. Tout le monde est hyper occupé. Et finalement, le médecin ne pose même plus la question. Mais un médecin qui s'est rendu dans la communauté, qui a vu à l'action ces organisations qui viennent en aide aux pauvres, les banques alimentaires qui existent à Rochester, qui donnent des repas chauds aux enfants, qui enseignent aux gens à cuisiner ou sert des légumes biologiques et toutes sortes de choses qui se font dans le domaine de la nutrition. Eh bien, à ce moment-là, les étudiants se disent « Ah, je sais, si je rencontre quelqu'un qui n'a pas suffisamment mangé, je pourrais lui dire d'aller à cette banque alimentaire. Et s'il s'agit d'une femme battue, eh bien, vous saurez qu'il y a des refuges pour les femmes battues. Donc, si vous avez une solution à proposer, à ce moment-là, vous allez poser la question. Donc, c'est une chose qui découle du fait que les étudiants vont dans la communauté et apprennent quelles sont les ressources qui existent. Deuxième chose, l'expérience de la pauvreté. La plupart des étudiants viennent de milieux plus aisés, n'ont jamais vu des pauvres. Une chose qu'on a entendue, une de résidences a dit qu'on lui avait toujours dit qu'elle pouvait s'en sortir par elle-même et que les pauvres étaient pauvres et que c'était leur faute. Mais elle a elle participait à ces visites et s'est rendue compte qu'il y a des gens qui n'ont aucune ressource, aucun moyen de se sortir de leur situation par eux-mêmes. Et finalement, elle est devenue directrice d'un centre de santé communautaire. Donc, souvent, on peut transformer complètement l'attitude des gens. Et vraiment, ça, c'est un changement de paradigme. Et ils sont changés parce qu'ils sont exposés à ces situations. Mais il faut vraiment qu'ils le vivent, qu'ils en fassent l'expérience. Il ne suffit pas d'entendre un exposé, de voir un PowerPoint. Il faut en faire l'expérience. Ça, c'est la deuxième chose qui en tire. Troisième chose, qu'ils retirent de ce roulement obligatoire, et c'est ce qui est le plus touchant, finalement. Ce qu'ils nous disent, nos étudiants, c'est qu'ils comprennent et se souviennent de la raison pour laquelle ils voulaient devenir médecins. Et si vous y songez, ce sont des étudiants, des résidents de première année, et ils se souviennent tout d'un coup pourquoi ils sont devenus médecins. C'est parce qu'ils avaient oublié. On ne se souvient pas de quelque chose qu'on n'a pas oublié. Donc, ils avaient oublié la raison d'être. Et au cours de leurs études, ils avaient oublié. Et qui veut aller voir un médecin qui ne sait pas pourquoi il ou elle est médecin? Vous ne voulez pas ce genre de médecin? Donc, on peut rallumer l'enthousiasme de ces résidents et ils vont être beaucoup plus heureux, offrir de meilleurs soins de santé, mieux s'occuper des enfants. Et ensuite, certains sont tellement enthousiastes qu'ils ils souhaitent faire plus. Ils veulent réaliser un projet dans la communauté. Ils apprennent qu'il y a de la violence quelque part. À un moment donné, Rochester était la capitale du meurtre de l'État de New York. New York, on n'était pas très fiers de ça, mais c'était le cas. Il y a des résidents qui voulaient faire quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Évidemment, ça n'a rien à voir avec la médecine, mais nos résidents
résidents qui savent qu'il y a des choses qu'on peut faire pour prévenir la violence chez les enfants et que si on peut intervenir déjà à l'école, et il y a une équipe de résidents qui a présenté un projet au district. Et quand on parle de partenariat entre les médecins et les écoles ou le YMCA ou d'autres agences pour mettre en place un programme de prévention dans une communauté, eh bien, ils l'ont fait et c'était il y a 7 ans. Et maintenant, ça existe dans 17 écoles de Rochester et ça aide beaucoup d'enfants, non seulement les enfants, mais les écoles, les parents et tous les membres de la communauté. Donc, c'est possible d'enseigner cela aux étudiants en médecine. Nous savons ils veulent l'apprendre et ce dont je suis le plus fier, c'est que ceux qui ont suivi notre formation vont maintenant dans d'autres facultés de médecine et imitent ce que nous avons fait. Donc, il y a des programmes identiques qui sont offerts ailleurs. Et nous voudrions en fait répandre cela encore plus rapidement et même au Canada, si ça n'existe pas, une telle formation, mais nous savons que c'est possible. La pédiatrie sociale et le modèle Hochelaga et Côte-des-Neiges, on est sur une trajectoire à long terme avec les enfants qu'on voit. On est même rendu à la 2e génération, donc les jeunes qu'on voyait nous amènent leurs enfants. Donc, l'évaluation se fait aussi beaucoup par le lien qui a été créé il y a de cela plusieurs années, qu'on maintient, qu'on continue d'être présent. Donc, l'idée, c'est aussi de s'adapter et de voir, d'être ancré dans la communauté sur quels sont les besoins, comment on développe les services pour ces enfants-là, les enfants qu'on voit qui sont les plus vulnérables. Donc, un exemple que je pourrais donner, c'est le projet Ruelle, dans le fond, dans Hochelaga Maisonneuve, qui est parti il y a 5 ans, où on était... l'assistance d'enfants en difficulté sur un coin de rue dans Hochelaga Maisonneuve, il y a une ruelle à l'arrière et, dans le fond, on a réalisé que les enfants ne s'amusaient pas en toute sécurité. Si on revient à la Convention des droits de l'enfant, un enfant a le droit de s'amuser en toute sécurité. Donc, comment on part un projet qui va faire en sorte qu'on va être capable de redonner cette ruelle-là à des enfants et qui vont être capables de s'amuser? Donc, ça a été d'aller chercher des partenariats, de mobiliser la communauté et de redonner la ruelle à ces enfants-là. Donc, ce qui est encore en vigueur présentement, donc les enfants viennent tous les jours pendant l'été et la fin de semaine pendant l'année scolaire. Ils sont encadrés par des éducateurs et l'objectif de ce programme-là, c'est vraiment de leur redonner leur quartier, dans le fond, de faire en sorte qu'ils soient capables de s'amuser, de se déplacer, de savoir qu'est-ce qui se fait, comment, pour leur donner du pouvoir. En fait, donc, on leur redonne du pouvoir à travers ce programme-là. On en a plusieurs autres comme ça qui sont partis, qu'on a lancés, qu'on a arrêtés parce que les besoins étaient plus là. Je pense à Bébé Kangourou, entre autres, qui est un autre programme qu'on a lancé parce qu'au moment où on a parti ce projet-là, les enfants, on voyait beaucoup de nos jeunes mamans qui accouchaient à l'hôpital et puis la DPJ était présente 24 heures après l'accouchement. Et les enjeux qui se présentaient à ce moment-là, on parlait probablement d'un placement. Donc, comment on évite, on a parlé beaucoup ce matin d'identification, de rester proche de ses parents dans le milieu. Donc, comment on travaille à maintenir et à travailler les compétences de ces parents-là pour que les enfants puissent continuer d'évoluer dans leurs cellules naturelles. Donc, on a parti le projet Bébé Kangourou, qui était un projet d'intensité de service auprès des jeunes parents avec de très jeunes enfants, dont on parlait de 0 à 12 mois, pour justement favoriser cet attachement-là, travailler ces compétences-là. Et au bout de 2 ans, dans le fond, pas un de ces enfants-là, ces bébés-là, a été placé. Donc, la plupart, d'ailleurs, la DPJ s'est retirée de leur vie. Donc, c'est vraiment la pédiatrie, le modèle Dr. Julien Hochelaga Côte-des-Neiges, c'est vraiment de bien prendre le pouls. C'est pour ça qu'il faut être impliqué, il faut être dans la communauté, il faut bien connaître aussi les enfants et les familles qu'on dessert et de développer ces projets-là parce que c'est là qu'il y a le besoin. On parlait de partir de la base du besoin ce matin, de ce qui se fait, des réalités et d'amener ça en haut, bien, c'est ça. En fait, nous avons eu 3 subventions de recherche différentes pour notre projet. Nous espérons avoir une 4e subvention de recherche. Mais au début,
Donc, nous avons utilisé des méthodes de recherche différentes, des méthodes qualitatives et des méthodes quantitatives normalisées afin d'entrer dans un dialogue avec les différentes personnes qui souhaitent connaître les résultats. Et aussi, on prend parfois un recul pour faire un bilan de la situation. Par exemple, ce sont des familles défavorisées, des familles noires. Voilà, c'est cela le problème. Mais nous voulions vraiment connaître les causes sous-jacentes. Donc, première chose, pourquoi ce profil existe-t-il dans ce quartier? Quels sont les facteurs en jeu et qu'est-ce que l'on peut faire en tant que professionnel, éducateur ou membre de la communauté? Et cela ne va pas vous étonner, c'est sûr, mais en fait, il faut cerner cela parce que souvent, ce qu'on pense, c'est que les gens ne sont pas organisés, tout simplement. Il suffit de les organiser. Au Canada, on dit qu'il y a un régime d'assurance maladie, il ne doit pas y avoir de problème. Mais après, on se rend compte qu'ils ont peur de se rendre à notre clinique parce qu'on leur a déjà enlevé leur enfant, par exemple. Donc, cette question d'accès, ce n'est pas simplement l'endroit où les services sont offerts, même si c'est un élément qui entre en ligne de compte, mais c'est aussi qui sont les gens que je vais rencontrer pour obtenir ce service. C'est pour ça qu'on a parlé, on a mis en place ce concept de lieu sûr pour les gens et aussi de ne pas être préjugé, faire face à des préjugés à cause de mon origine ethnique ou raciale. Ensuite, ce que nous avons tenté de faire, nous avons tenté de, dans l'étude suivante, donc, étudier le processus, à quoi cela ressemble du point de vue de la famille, du point de vue du clinicien, du point de vue de l'organisation. Parce que lorsqu'on dit clinique, la plupart des gens pensent, ont à l'esprit la clinique où nous allons d'habitude, là où travaillent des cliniciens. Mais ce n'est pas un endroit stérile. Donc, quelles sont les relations qui doivent être établies par la personne qui se rend à cette clinique? Et quel genre de travail aussi? Donc, il y a le continuum de soins. Oui, j'utilise beaucoup mes mains. J'espère que ça ne vous dérange pas trop. Donc, le continuum de soins à partir des déterminants sociaux de la santé jusqu'aux services de santé spécialisés. Donc, c'est une chose si l'enfant a mal à la gorge ou une otite ou est enrhumé, c'est une chose. Mais si la mère doit se rendre à la banque alimentaire avant que ça ferme, c'est ça qui préoccupe le plus la mère et non pas la santé de l'enfant. Ou si vous êtes mal logé, oui, votre enfant a un trouble et peut-être de l'hypertension, mais ce dont la famille a besoin, c'est d'un logement salubre. Donc, à ce moment-là, dans la clinique, on peut appeler le responsable de logement ou une autre personne qui s'occupe de l'aspect alimentation et nous allons nous occuper des problèmes de santé de l'enfant. Et tout d'un coup, le médecin ou l'infirmière font ce qu'ils font le mieux sans mettre de côté quand même ces autres choses, ces autres problèmes qui sont très importants. Par exemple, les problèmes de l'enfant à l'école. À ce moment-là, l'infirmière, donc nos infirmières sont dans les écoles, dans les garderies, dans les centres communautaires et les pédiatres vont se rendre dans ces lieux où les familles se sentent en sécurité. Et ce que j'aime dire, en fait, je ne me souviens pas du terme que j'utilise tout le temps, mais il y a un mot que j'utilise, on devient un convoi. Il y a différents intervenants qui font partie de ce convoi et qui viennent accompagner la famille en fonction des besoins que nous avons déterminés. Et dans notre
cas, à la table, au départ, nous n'avions pas du tout d'argent. Nous n'avions pas de fondation non plus. Il y en a pas, on n'en a toujours pas, donc on n'en a toujours pas d'argent. Mais ce que nous avons, et vous tous dans la salle, vous l'avez aussi, vous avez votre propre capacité en tant que professionnel ou en tant que personne qui a des connaissances, des compétences, de dire, voilà, c'est une bonne pratique, je vais la mettre en œuvre. Donc, nous avons des professionnels, des enseignants, des gens de toutes sortes de secteurs qui disent, moi, je veux travailler de façon la plus efficace possible avec ces enfants, donc je vais contribuer à ce que vous faites. Donc, tout ce que nous faisons a été négocié avec des organisations qui avaient déjà le mandat ou les ressources. Mais ensuite, il s'agissait de déployer les ressources. En fait, c'est presque un programme virtuel que nous avons. C'est un programme de l'hôpital parce que les infirmières, les pédiatres sont tous rattachés à un hôpital et aussi même parfois université. Mais au départ, nous ne sommes pas dit on a besoin de locaux, etc. On s'est dit on a besoin de gens avec lesquels collaborer. C'est ce que nous avons fait. Et ensuite, les autres concepts que nous avons mesurés, l'accès. Est-ce que ces enfants et ces familles ont vraiment accès aux soins? Donc, nous l'avons mesuré en utilisant mesures d'accès aux soins primaires. Ensuite, quels sont les résultats? Résultats les plus importants pour les familles, c'était la nature de la relation que la famille avait avec le professionnel de la santé. Est-ce que cette personne me permet de participer aux décisions qui sont prises? Est-ce qu'elle m'explique ce qui se passe? Est-ce qu'elle fait de moi un partenaire dans le traitement? Donc, ça, c'était très important pour les familles. Et l'autre résultat que nous avons mesuré, parce qu'il s'agit d'enfants qui ont toutes sortes de problèmes différents, nous avons regardé la responsabilisation, c'est-à-dire la capacité de gérer l'état de santé de son enfant, de prendre des décisions, d'en parler aux professionnels. Donc, la capacité pour le parent, du parent de le faire. Donc, sa responsabilisation. Et c'était très élevé, très nettement relié à la qualité de la relation avec le professionnel de santé. Donc, cela nous a permis de mesurer les résultats de nos interventions. Et maintenant, nous essayons de voir ce qui est la meilleure façon pour nous de poursuivre sur notre lancée. Et voilà. Eh bien, la recherche, c'est extrêmement important. C'est nécessaire. Mais quand nous avons commencé notre clinique en milieu scolaire, nous avons fait très attention de ne pas faire cela dès le début. Les gens réalisent des projets pilotes très souvent, surtout dans les quartiers pauvres. Ils sont l'objet de recherche sans arrêt, sans aucun résultat. Donc, nous étions bien conscients du fait que nous devions mériter le droit de faire des recherches auprès de cette population qui, en fait, me fournit un emploi. Mais nous avions fixé des objectifs assez modestes au départ. Un des objectifs était l'accès aux soins. Et si on regarde le chemin parcouru, au départ, nous n'avions qu'un pédiatre. On voulait mettre en place des services pluridisciplinaires. Nous avons un psychologue, travailleur social, clinique d'optométrie, aussi d'éducation en matière d'asthme, un programme de yoga, d'agilité. Nous avons des infirmières, ou plutôt des étudiants, des résidents
pédiatres, ça fait partie de la résidence de ces étudiants. Il y a aussi kinésiologie. Il y a aussi d'autres stages qui sont réalisés dans notre clinique. Il y a la plupart des endroits au Canada, il faut être envoyé par un omni pour avoir accès à un pédiatre, mais maintenant, ce n'est plus nécessaire. Dans le cas de notre clinique, au départ, nous voyions quelques patients par jour. Donc, au départ, nous voyons les patients 3 jours par semaine à 4 jours et demi parce qu'il y a un pédiatre, mais ça ne comprend pas les autres services. Il y a bien d'autres services qui sont à faire aussi. L'autre rôle important était la question de l'accès, le nombre de patients qui reviennent nous voir. Une des choses que je veux mentionner, c'est qu'en fait, notre niveau de suivi est assez élevé. Nous voyons des patients assez fréquemment lors des suivis. Et l'une des choses que j'ai apprises, en fait, que les enfants et les jeunes que nous voyons, ce sont des âges sociaux qui dépassent beaucoup leur âge chronologique. Et en fait, les choses changent tout le temps au niveau des enfants. Et donc, cela change également nos capacités à intervenir. Et lorsque, souvent, au lieu de voir des patients tous les 6 mois dans certains secteurs, nous les voyons peut-être des fois toutes les 2 semaines, 3 semaines. Pas tous, mais un certain nombre. Donc, les relations, c'est fondamental. C'était l'un des objectifs, c'était justement d'établir des relations avec les jeunes, les enfants, les adolescents, que nous voyons avec les familles, puis également avec les membres de la communauté. Nous participons à la remise de diplômes, des réunions de parents, enfants à l'école. En fait, nous faisons partie de ce tissu social de l'école. Et j'ai parlé également aussi des services accrus et puis l'éducation, c'est également un autre secteur que nous voulons examiner. Nous voulons être une ressource pour les familles dans le cadre du système d'éducation. Et en fait, nous avons eu des séances d'éducation également pour informer, pour travailler avec les enseignants et avec aussi les travailleurs sociaux pour ces enfants qui passent par le système de maison d'accueil. Et donc, nous voulons être utilisés. Nous sommes ressources et nous souhaitons être utilisés encore davantage. Et je pense que nous sommes à l'heure actuelle en train de parvenir à un certain nombre d'objectifs. Mais un autre point que je voulais souligner, c'est lorsque l'on parle un petit peu des éléments déterminants de la santé, notamment sur la liste canadienne, qui était donc déterminée par le Dr Raphaël. Il y a 14 déterminants de santé et je ne peux pas croire ou je ne peux pas m'attendre de pouvoir avoir un changement réel dans la santé sur une courte période de temps si je regarde cette liste de déterminants. Il s'agit également d'objectifs ici à long terme. Ce qui veut dire, c'est que même que lorsqu'on fait de la recherche, il nous faut essayer de voir les nombreuses influences qui jouent un rôle sur le bien-être. En ce qui concerne maintenant les défis, je dirais que bien sûr, essayer d'avoir des ressources. Bon, les ressources financières, c'est un défi. Et moi, je pense que il faut pouvoir avoir une réallocation de ressources avec la même somme d'argent, mais il faut agir différemment pour être plus efficace. Et cette question des ressources, on pourrait certainement utiliser 4 psychologues, 4 pédiatres pour tous les services. Alors, j'ai un petit peu fait allusion à ceci, mais il faut essayer il faut pas voir les solutions comme étant des petites victoires ou des petits points. Bon, s'il n'y a pas de logement, on a besoin d'avoir des logements. On a besoin d'intervenir de manière peut-être beaucoup plus présente aussi, avec l'aide parfois des avocats dans certains domaines. Donc, il ne faut pas avoir simplement des petits morceaux de solutions, mais une solution plus étendue. Ensuite, on travaille de manière étroite avec le monde de l'éducation. On a peut-être quelques difficultés avec d'autres secteurs. C'est toujours, évidemment, un mouvement en construction. On a déjà obtenu certains résultats, mais nous devons arrêter aussi de regarder la santé comme si elle nous appartenait, la santé d'un côté et l'éducation de l'autre. Vraiment, ce que l'on examine, et j'aimerais suivre ceci sur le plan longitudinal, c'est comment la présence à l'école peut avoir justement un impact sur les décrocheurs. Si on regarde les taux de décrochage chez les enfants, comme par exemple les cours de mathématiques, mais si on regarde l'absentéisme, ce qui sont des facteurs clés déterminants,
On ne peut pas simplement réfléchir. Bon, un enfant qui vit de l'anxiété sociale, qui refuse d'aller à l'école, si je suis là, je suis sur place et que je reconnais qu'il a ce problème, eh bien, on va pouvoir l'amener à l'école. Alors, bien sûr, on peut faire une différence d'une manière ou d'une autre, peut-être par l'intermédiaire de notre présence auprès des décrocheurs, entre autres. Ensuite, la santé mentale des enfants. 90% des patients que je vois viennent me voir parce qu'ils ont des problèmes de santé mentale ou de comportement mental. Et je pense que nous ne traitons pas de manière adéquate les problèmes de santé mentale. Ce n'est pas chaque enfant qui a un diagnostic de santé mentale, mais il y a beaucoup, en fait, d'hésitation. Et je pense que nous adressons cette question à l'heure actuelle, mais pas suffisamment. Mais si vous aviez à décrire justement par rapport au rêve du docteur, par rapport au rêve de votre organisation, à quelle difficulté faites-vous face? Bien, en fait, la difficulté quotidienne, je dirais, je pense que c'est toujours de garder en tête ce pourquoi on est là, parce que c'est facile de se perdre un peu dans le dédale de l'intervention avec, bon, on l'a dit tout à l'heure, on est avec des familles vulnérables, donc qui ont beaucoup aussi de systèmes autour d'eux, le système d'éducation, le système de protection, le CLSC, et ainsi de suite. Donc, de toujours se centrer sur pourquoi on est là, quelle est... Et la problématique de cet enfant-là, de cette famille-là, comment on peut mieux les outiller, mieux les accompagner. Donc ça, c'est un des défis, là, je dirais, quotidiens, parce que, on l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de déterminants, il y a beaucoup de droits bafoués. Donc, comment on arrime tout ça, puis comment on priorise, si on veut. Donc ça, ce serait la première chose que je voudrais dire. L'autre, c'est aussi comment on travaille tout le monde ensemble autour de ces enfants-là, parce que on est très interpellés, tout le monde est engagé, mais tout le monde a aussi la mission de l'institution pour laquelle il travaille, la réalité dans laquelle il travaille. Donc, comment on arrime? On a parlé de silos, on a parlé de travailler, on a parlé de décloisonner les disciplines pour permettre aussi de mieux travailler ensemble, que ce soit parce qu'on est en pédiatrie sociale ou parce qu'on est en protection ou parce qu'on est dans le système d'éducation. C'est comment on se centre autour de cet enfant-là. Et ça demande de la créativité, ça demande aussi un peu de laisser aller par rapport à sa propre profession, parce que ça peut être un peu anxiogène, angoissant de décloisonner puis d'accepter que d'autres viennent un peu jouer dans nos talles, si on veut. Donc, d'accepter pour un médecin qu'on est en approche égalitaire et d'accepter d'avoir la rétroaction d'une travailleuse sociale. Des fois, c'est pas toujours facile. D'accepter pour un avocat aussi de travailler avec d'autres, d'accepter qu'une psychoéducatrice vienne dire à une travailleuse sociale. Donc, vraiment de voir qui est le mieux placé, qui est significatif et comment on travaille tout le monde ensemble. Je pense que ça, c'est le défi, le plus grand défi. Puis le défi pour la pédiatrie sociale, bien, c'est la pérennité, bien évidemment, de continuer à travailler tout le monde ensemble pour s'assurer que la méthode développée par Dr. Julien bien, continue. Hein, je pense que c'est ça. Dr. Alling? Notre difficulté, c'est le défi dont la ministre a parlé ce matin, c'est d'intégrer le social. Elle a dit le social, c'est la santé c'est le social. Mais dans l'hôpital académique, ce n'est pas le paradigme, ce n'est pas l'attitude. Et on a beaucoup de difficultés à faire du progrès là-dedans. Les autres obstacles qu'on avait au début, on a trouvé des moyens d'avancer. On n'a pas de problème maintenant pour faire des connexions avec les organisations dans la communauté. Toutes ces organisations sont très contentes d'avoir des étudiants en médecine, des résidents, parce qu'elles ont envie d'apprendre quelque chose aux médecins qui ne connaissent pas ce qu'ils devraient connaître. Mais nous ne sommes toujours pas compris dans notre bâtiment. Et c'est là un problème où on essaye et on ne trouve pas la solution.
Bien sûr, nous n'avons pas aucun problème, bien sûr, de notre côté, c'est clair. Parce que nous sommes des optimistes invétérés. Mais je vais parler de deux sortes de problèmes. D'abord, je vais parler d'un problème ou un exemple simple qui un petit peu me dérange en tant qu'infirmière. C'est qu'en fait, les infirmières vont être davantage comme des médecins et les médecins vont apprendre quelque chose en matière de pédiatrie sociale. Mais je ne peux pas arriver à convaincre les infirmières que cet aspect fait partie de notre vision. Alors, tout le monde n'est pas d'accord pour dire que ce travail porte fruit. Et ça, c'est un défi constant de montrer qu'il y a des résultats. Et également aussi d'insister sur les recherches qui ont été faites, parce que au début, nous ne procédons pas à des mesures parce que, comme ceci a été décrit auparavant, on ne voulait pas être objectifié en quelque sorte dans la recherche. On ne voulait pas que quelqu'un d'autre nous dise quels étaient nos problèmes. Donc, le modèle qu'on utilisait, c'était un modèle assez engagé. Et maintenant, ils nous disent, c'est ce qui se passe également aussi avec le personnel médical ou juridique, on leur dirait, est-ce qu'on peut avoir maintenant une subvention de recherche pour qu'on poursuive la conversation, pour impliquer les gens qui ont besoin d'être impliqués. Donc, en fait, la recherche est devenue un outil pour maintenir un certain engagement, une certaine implication au niveau des différents partenaires. Alors, bien sûr, les gens ont différentes idées en matière de recherche, mais le problème que nous rencontrons, parce que nous avons commencé principalement avec de très jeunes enfants, même si on n'excluait pas des enfants plus âgés, mais les premiers partenaires, c'est avec les enfants des crèches, des garderies, des jeunes familles, donc en âge préscolaire. Au cours de la dernière année, vous avez peut-être vu ceci dans les différents documents, nous avons vu certaines crises avec des jeunes, des adolescents, de 12 à 15 ans avec lesquels nous avions travaillé. Nous sommes arrivés à un point où, bon, ce n'était pas pour les médias, il y avait 25 enfants qui avaient signé un pacte de suicide. Alors, bien sûr, il y avait toutes sortes de personnes qui ont essayé de mobiliser le soutien et de traiter cette question au niveau de la communauté. Alors, les défis qui se posent, c'est que nous savons que les représentants donc, des jeunes, de la jeunesse donc, en Colombie-Britannique, bon, on essaie d'identifier quels sont les enfants qui sont à risque en termes de suicide. Et donc, on a essayé de faire une sorte de cartographie et de dire qu'il y a beaucoup trop d'enfants d'origine autochtone dans les différents services. Et donc, un des éléments clés pour ces enfants qui vont faire des tentatives de suicide, eh bien, souvent, on voit qu'un facteur important, c'est le manque de connexion avec l'école. Alors, si on ne maintient pas ces enfants dans une sorte d'engagement où ils sentent que l'école, c'est un lieu pour eux de se développer, d'apprendre, à ce moment-là, on les retrouve en fait dans un risque énorme en termes de santé. Alors, notre conversation s'est déroulée, et là, ce sont des enfants qui ont été exclus de l'école à cause de comportements inacceptables. Des enfants qui sont exclus des centres communautaires pour des comportements inacceptables ou exclus d'autres places. Alors, si vous retirez les enfants de ces endroits où il y a plus grand potentiel, où on peut s'engager avec eux, bien, on crée un problème. Et c'est ce qu'on essaie de trouver. On essaie de travailler sur ce problème. Bon, on a aussi, bien sûr, une idée en travaillant avec les enfants plus jeunes. Donc, toujours, si en aval, donc, lorsqu'il y a des programmes, par exemple, pendant l'été, bon, il y avait certains programmes auxquels les enfants ne pouvaient pas aller parce que, comme je disais, donc, c'est des enfants qui, en fait, vous savez, un petit peu bousculent tout le monde, n'attendent pas leur tour. Donc, c'est trop pour un conseiller de camp pour des enfants de 16 ans. Bon, on a dit que ces enfants ne pouvaient pas venir. Mais là, on a des enfants qui donc devraient pouvoir tirer le plus de bénéfices de ceci. On leur dit qu'ils ne peuvent pas participer à des programmes. Alors, on a eu cette idée, parce qu'un grand nombre de ces enfants étaient des enfants autochtones, mais pas tous. Donc, on utilisait un modèle de cercle d'apprentissage, c'est-à-dire que la communauté a dit, voilà, on veut que les enfants de 12-13 ans puissent développer certaines aptitudes ou compétences, comme par exemple apprendre à nager ou également aussi à devenir des petits conseillers. Alors, on essayait justement d'enseigner aux
jeunes de 13 ans d'être des mentors pour ceux de 8 ans. Et donc, certains d'entre eux connaissent la situation parce qu'ils savent déjà comment gérer cette situation, parce qu'ils ont souvent des frères et des sœurs qui les embêtent, qui les dérangent. Donc, on pourrait inclure ainsi les enfants que l'on pense être difficiles à inclure. On peut les engager et puis permettre aussi à la fratrie, aux membres de la fratrie un peu plus âgés, d'avoir un rôle à jouer. Donc, c'est essayer de trouver des solutions dans ce sens. Deuxièmement, lorsque je dis les organisations communautaires, je parle des organisations à but non lucratif. Ils n'ont pas non plus les mêmes restrictions bureaucratiques que nous avons découvertes dans les écoles ou les hôpitaux, par exemple. Donc, ils peuvent dire à ces organismes OSBL, bien voilà, on peut prendre certaines décisions alors que d'autres institutions ne peuvent pas les prendre. Alors, on peut dire, on va essayer ceci, on va déployer nos ressources et on va capitaliser à partir des ressources que l'on retrouve dans ces organisations et puis de prouver un exemple qui pourrait fonctionner dans un contexte plus large. Donc, c'est de mobiliser aussi toutes ces restrictions institutionnelles qui sont parfois un défi, mais il y a toujours quelqu'un qui voit des occasions, qui voit des possibilités, justement. Qui a une question? Qui veut intervenir? Je voudrais intervenir à ce stade-ci parce que ça soulève, il y a beaucoup de questions qui ont été soulevées, qui sont importantes. Plus tard, là, je parlerai de l'importance d'aller out of the box, là, comme on a dit, d'entendre d'autres expériences de pédiatre social. Ça, c'est super génial. Puis j'aimerais ça que qu'on pousse la discussion aussi à propos de ces initiatives-là là, qu'on a en partie inspirées, mais qui viennent nous inspirer aussi. Ce que je voudrais dire particulièrement, c'est juste préciser le modèle de pédiatre social que nous, on a mis sur pied, qui est un modèle qui s'est installé dans la communauté et qui a été, dans le fond, construit par la communauté. On retrouve des éléments de ça dans tous les projets qu'on a autour de la table. Ce qu'on a fait, nous, c'est de s'installer dans une communauté avec très, très peu de moyens, vous le savez, là, la plupart, et de laisser rouler la boule et d'inviter les gens à venir se joindre à nous. Donc, ça a vraiment commencé comme ça. Aujourd'hui, c'est sûr que ça l'a grossi, c'est devenu une entreprise sociale. On n'en a pas parlé, mais on pourrait parler de cette notion d'entreprise sociale là, qui s'applique aussi au projet qu'on a entendu et qui devient formateur aussi. Mais la formation, on l'a captée dans la communauté. C'est ce qui est particulièrement intéressant avec notre modèle. Et on a rendu accessible, en fait, des services médicaux intégrés. C'est qu'autour du médecin est venu s'ajouter une travailleuse sociale, un avocat, la police aussi, l'école. L'école a été d'ailleurs un des premiers partenaires, on en parlait tantôt, mais l'école est vraiment le premier partenaire externe qui est arrivé pour nous supporter puis accéder à nos services. Et actuellement, ce qui se passe, c'est qu'à partir d'un modèle comme ça, petit, né dans une communauté, qui inspire certaines politiques maintenant, puis des modèles de pratique, il s'est développé depuis quelques années différents autres modèles inspirés par nous, mais différents. Il y en a dans des écoles, il y en a dans à Gatineau, ça a été une initiative pilotée en grande partie par le Centre jeunesse et le CLSC, qui voulait se donner un nouvel outil de reaching out, mais de déploiement de services en proximité. Il y a 2 projets actuellement qui sont associés à des CPE, même Maison de la famille. Il y a des projets qui sont dans des HLM. Donc, on se déploie dans différents milieux selon les besoins du milieu. Et le modèle est en train d'évoluer, mais à partir de besoins locaux et d'implication de la population autour de ces modèles-là. Et c'est ça qui est en train de faire école. C'est une espèce de mode de diffusion, on appelle viral, parce qu'à partir d'une communauté, il y a une autre communauté qui s'est intéressée. Nous, ça a été le cas, Hochelaga, Côte-des-Neiges. Après ça, Trois-Rivières, Gatineau, Saint-Jean,
Québec, Lévis, etc. Donc, il y a une espèce de diffusion virale de notre mécanisme. Et là, on est rendu au point où, justement, on va interpeller où on interpelle les universités pour pouvoir nous aider à assurer une formation plus grande. Je voulais juste dire qu'il y a plusieurs modèles. Dans notre système, à nous, au Québec, il y a ce modèle viral-là qui est extrêmement porteur et qui joue un rôle d'influence. Au sujet des barrières, on a parlé, qu'est-ce qui marche pas. Mais les difficultés importantes qu'on a, c'est le fait de, par exemple, notre façon de voir les choses par rapport au grand système. Et ça a été source de conflit, puis ça l'est encore à l'occasion. Quand on voit une famille, on se donne le mot d'ordre, il n'est pas question de les juger. On ne veut pas les juger et on se retient pour juger parce qu'à partir du moment où on se met à juger, on a déjà une idée toute faite et on n'aura pas tous les éléments pour pouvoir porter un vrai jugement. Donc ça, c'est un atout, mais c'est une difficulté en même temps parce que quand on est confronté à des professions, à des rigidités de profession ou d'institutions, tout de suite au départ, on risque d'être en conflit. Alors, notre façon de voir les choses est différente. Quand le système de protection de la jeunesse arrive, c'est pour appliquer la loi de la protection. Donc, il y a une espèce de cadre un peu rigide pour appliquer cette loi-là qui est nécessaire, mais qui en même temps va créer différentes barrières, puis va potentiellement créer aussi d'autres droits bafoués. Alors, donc, la façon de voir les choses diffère, et ça amène des barrières et des gens qui pensent qu'on est en compétition aussi avec les systèmes, alors qu'on n'est pas en compétition, on est totalement en complémentarité. L'autre grande notion qui est une barrière aussi, mais auquel on tient beaucoup, c'est toute cette notion de ne pas prendre charge. C'est un mot qu'on essaie de bannir de notre système. On ne prend pas charge des gens, parce qu'à partir du moment où on prend charge, on enlève leur pouvoir, le peu de pouvoir qui leur reste. Et c'est une notion, puis dans les grands systèmes, puis je l'ai appris comme ça, dans les CLSC, dans les hôpitaux, comme médecin, je vais te prendre en charge, inquiète-toi pas, tu es malade, mais je vais te guérir, puis je vais te donner tout ce qu'il faut, tu n'as même pas besoin de t'en mêler. Donc, c'est anti-maintien de la santé parce qu'on enlève le pouvoir de cette façon-là. C'est pour ça que la notion d'empowerment est extrêmement importante en pédiatrie sociale. Et tout ce qu'on essaie de faire, puis je l'entends aussi des panélistes, c'est qu'on est là pour amener une expertise, pour qu'ils puissent l'utiliser, s'en servir et repartir avec pour mieux vivre, en fait. Donc, je voulais apporter des précisions là, par rapport au modèle qu'on déploie. Je pense que c'est important. Et en tout cas, je reviendrai pour la conclusion, puis je vous laisse continuer. Mais il y a beaucoup de similitudes. C'est des modèles qui se déploient différemment. Et l'idée, c'est de se parler, comme dans des moments aujourd'hui, mais de continuer aussi à s'auto-influencer pour toujours améliorer ce modèle-là.